Bonjour à tous et bienvenue sur Fils de Plume dans le format hors champ qui est, comme vous le savez, dédié au cinéma. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Simon. Bonjour. Et c'est tout, on a décidé de faire une petite émission tous les deux, à moitié improvisée, on a quand même préparé un truc mais on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement construit. Et aujourd'hui, on va parler des vulgarisateurs ciné, c'est-à-dire les gens qui, sur Internet, parlent de cinéma. Du coup, c'est pas à proprement parler une émission sur le cinéma, mais une émission sur les gens qui parlent de cinéma. Mais on va essayer d'avoir une approche un peu cinématographique de la chose, on va dire. Et de toute façon, c'est une émission qui parle aussi de cinéphilie. Et on est là pour vous expliquer, vous parler de gens qui nous ont fait aimer le cinéma. Alors déjà, dans un premier temps, on ne parle pas de critique ciné à proprement parler parce que les youtubeurs dont on va parler le disent par eux-mêmes. Le travail de critique ciné n'est pas celui qu'ils font. Eux, ils sont vulgarisateurs ou bien tout simplement youtubeurs à propos du cinéma. Mais aucun d'entre eux, en tout cas pas à notre connaissance, ne se revendique critique ciné qui est un métier journalistique. Exactement. Oui, ils ont pas de formation pour faire ça. C'est juste des gens qui parlent de cinéma devant leur caméra. Et donc, on a listé des gens dont on va parler dans cette émission. Parce qu'on ne peut pas parler de tout le monde, il y a énormément de gens qui parlent de cinéma sur Internet, plus ou moins connus, et nous, du coup, on va vous parler de probablement les plus connus, et en tout cas ceux qui nous ont fait aimer le cinéma. Donc, principalement, ça va être Le Fossoyeur de film, Durandal, In the Panda, Karim Debache et l'équipe de Chroma, Michael J, et puis parfois ponctuellement de Nexus 6, parce que c'est un super exemple pour parler de certains types de chroniques ciné, même s'il parle plus de science-fiction que de cinéma, il parle notamment de cinéma. Voilà, très bien. Je propose qu'on commence par dire quel est notre rapport avec ces youtubeurs personnellement, histoire de contextualiser en quoi justement, quel est l'intérêt d'en parler pour nous. Exactement. Donc du coup on va commencer par Le Fossoyeur peut-être. Oui ou non, même on va peut-être faire. Je propose qu'on fasse chacun notre tour et genre lequel t'as découvert tout ça. Ok. Moi en ce qui me concerne, je pense que le premier que j'ai commencé vraiment à suivre de manière assez intense, ça a été Durandal. Alors j'ai commencé à le suivre quand j'étais au lycée, mais en fait Durandal il a commencé dès 2012 et même avant parce qu'il avait un site et une chaîne YouTube qui s'appelait Le Démon du Rire. Donc c'était notamment un blog sur lequel il postait pas mal de choses et il a fini par faire sa chaîne perso à lui qui s'appelle Durandal 1. Je sais pas pourquoi le 1, j'imagine que le premier Durandal était déjà pris. Et du coup c'est un mec qui est là depuis très longtemps sur YouTube et d'ailleurs In the Panda avait dit dans une conférence qu'il avait été influencé par Durandal pour lui-même parler de cinéma. Et du coup Durandal, moi c'est un mec que j'ai découvert quand j'étais au lycée et j'ai vraiment quand je commençais à m'intéresser au cinéma, à être en option cinéma au lycée et tout ça, et c'est un mec qui m'a vraiment aidé à réfléchir de manière critique sur le cinéma, c'est-à-dire à me dire ok, ça est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, avec le format pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Il y avait régulièrement la question qui se posait intrinsèquement de qu'est-ce qu'est le bon cinéma en fait, c'est quoi un bon film, c'est quoi un mauvais film et sur quels critères on les juge, d'autant plus qu'il a souvent un avis un peu à contre-courant des autres et ça rend la chose, je trouve, assez intéressante. On reviendra après sur les problèmes ou les limites que ça peut poser de sa manière de faire, mais en tout cas c'est ça que j'ai aimé chez lui au premier abord. Ensuite Le Fossoyeur de film, je pense que c'est le deuxième que j'ai découvert. Il a commencé à peu près dans la même période. Je trouve qu'au niveau de l'analyse, je pense que tu seras d'accord avec moi. Au niveau de l'analyse, je pense que c'est le plus pointu de tous ceux qu'on a là dans la liste. Pour moi, ça se bat quand même avec Karim Debache, mais Le Fossoyeur, en tout cas, est un des meilleurs analystes, si ce n'est le meilleur analyste de cette sphère de YouTube. Et il a vraiment cette capacité de te fasciner avec sa manière de réfléchir. Même le choix d'un simple plan, en fait, sur un simple détail, il peut écrire des pages. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans son bouquin, qui est super cool d'ailleurs. Tu sais, le bouquin sans plan du cinéma. Voilà, t'as vu le plan, ouais. Et ce livre est super et reprend ce côté-là en mode pour un plan, il t'écrit 2 grandes pages d'analyse, quoi. Des fois c'est sur le plan lui-même, des fois pas, mais c'est toujours hyper intéressant de se dire qu'est-ce qu'il va aller chercher en partant juste de ce truc-là, quoi. Je pense que mon préféré, ça reste Karim Debache et l'équipe de Chroma, parce que je trouve que l'émission Chroma, elle est absolument incroyable. Elle valait son crowdfunding, en fait, parce que ça se voit que le budget y est et que c'est pas juste une émission financée et bricolée par ses propres moyens. Évidemment, je l'avais découvert avec Crost sur jeuxvideo.com. Donc en fait, peut-être que je l'ai découvert avant Durandal au final.
parce que je l'ai découvert en 2013 à l'époque, où il a commencé Crost. C'est un mec qui venait sur un site de jeux vidéo pour parler de cinéma, donc déjà les gens se demandaient un peu ce qu'il foutait là, et en fait tout le monde a adoré. Et aujourd'hui il brille par son absence en fait, parce que depuis Crost il a rien refait. Depuis Chroma. Oui, depuis Chroma, excuse-moi. Depuis Chroma il a rien refait. Et en fait il a annoncé publiquement il y a pas si longtemps que en fait c'est parce qu'il avait pris peur en devenant un personnage public populaire, etc. Et que du coup, il avait décidé de s'isoler un peu des gens, et que maintenant qu'il en parlait, c'est parce que ça allait mieux. Et du coup, il commence à réfléchir à peut-être une saison 2 de Chroma, là, depuis ces derniers mois, quoi. Donc, c'est tout récent, et on ne sait pas du coup ce que ça va devenir. Mais Chroma, pour le coup, ce que j'adorais dans cette émission, qui était déjà un peu là dans Crost, mais qu'il a vraiment pu pousser dans Chroma, c'était le côté réflexion sur le cinéma à part entière. C'est-à-dire que Karim Debache, à chaque fois qu'il parle d'un film, dans les épisodes de Chroma, il part sur un film, et en fait, à chaque fois, il va étendre ça pour parler du cinéma en général et réfléchir sur le cinéma en général. Sur sa première émission de Chroma, c'est sur Troll 2, qui semble être un nanar comme les autres, et en fait, à partir de ce nanar, il va questionner qu'est-ce que c'est un bon film. Fais gaffe à pas trop en dire, parce que là on est en train de griller beaucoup d'étapes. Hein. Ouais, j'ai très envie de rebondir depuis 10 minutes là. Ouais, excuse-moi, je vais essayer de faire juste une présentation. Là c'est juste dans le rapport, en fait, en gros ce qu'on a compris, en tout cas dans ton rapport, c'est que toi t'as commencé vraiment par découvrir Chroma et Durandal, en tout cas Karim Debache et Durandal, ouais. dans cette lignée, on va dire, des grands youtubeurs vulgarisateurs ciné. C'est ça. Après, du coup, j'ai découvert après le Fossoyeur et In the Panda un peu plus sur le tard. Et puis Nexus 6 quand ils ont commencé, mais ils ont commencé plus tardivement que les autres. Et puis MJ, en vrai, il y a peut-être 2 ans, pas plus. Michael J, qui du coup faisait partie, lui, de l'équipe de Voxmaker. De Voxmaker, c'est ça. Et du coup, je l'ai découvert un peu en même temps que les autres Voxmaker. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que lui, il a une approche vachement plus sociale, on va dire sociétale. Et du coup, je trouve qu'en fait, à eux tous, ils se complètent super bien, parce qu'ils abordent tous le cinéma d'une manière différente. C'est justement, ça va être le prochain sujet, c'est qu'on va les confronter. Alors moi, je vais juste te dire 2-3 petites choses. Dis-moi. J'ai commencé par aimer le cinéma avec le Fossoyeur, et je dis ça en pesant mes mots. J'ai aimé le cinéma avec le Fossoyeur. C'est pas les films qui m'ont fait aimer le cinéma, c'est les critiques du Fossoyeur. Si bien que c'est de très loin mon préféré, mais parce que c'est mon youtubeur préféré, en fait, toute chaîne confondue, même pas cinéma. Même s'il se bataille depuis peu de temps avec Nexus 6, parce qu'en fait, je me rends compte que j'adore les vidéos YouTube, en fait, qui prennent le temps de poser leur sujet, de l'étendre, et de mettre aussi un petit peu en scène, et puis de bien lécher un peu leur mise en scène. Et c'est vrai que moi je préfère suivre un groupe comme Nexus 6, où ça fait 2 ans qu'on attend la suite des épisodes, mais me dire en fait quand ils vont quand ça va être fini, ça va être millimétré, quoi. Ils ont bossé dessus, et c'est nickel. Après, je dois dire, c'est toujours très agréable à côté de ça d'avoir toujours des mecs qui sortent quand même régulièrement des vlogs, des choses comme ça, parce qu'il y a des fois où il y a un petit manque. On est allé pas mal au cinéma, on a envie d'avoir l'avis d'autres gens, de savoir en fait ce que d'autres gens qu'on suit beaucoup en ont pensé. Et je trouve que c'est, comme tu l'as dit, ça se complète assez bien. Mais là on peut quand même voir les limites un petit peu. C'est que déjà, comme tu disais tout à l'heure, même s'ils ont tous une très grande culture et qu'ils vont beaucoup y faire appel, il y a peu de formats qui sont développés sur des films hors actualité, et même presque hors grand public. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un premier problème qu'on a pu relever en fait en réfléchissant sur ces gens-là, c'est qu'au final, il y a quand même une obsession, une espèce de tronc commun de films dont parlent en fait tous les gens qu'on a listés là, donc le Fossoyeur, Durandal, In the Panda, Karim Debache, Michael J et Nexus 6. C'est qu'en fait, ils sont quand même très axés sur le cinéma de divertissement. Alors, Chroma et Nexus 6, un peu moins, parce que c'est un peu plus spécifique, mais il n'empêche que les plus réguliers, donc surtout le Fossoyeur, Durandal, In the Panda et Michael J, sont vraiment très très centrés sur le cinéma de divertissement. C'est-à-dire que le Fossoyeur, c'est parce qu'il traite des trucs très variés, et que parfois il va aller te chercher un film de série Z que tout le monde a oublié, et une autre fois il va te parler d'un blockbuster que tout le monde a vu, et dans les 2 cas il va te montrer que les 2 sont aussi géniaux. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc un peu de parler principalement de cinéma de divertissement, et je crois qu'on n'était pas d'accord sur la raison pour laquelle ils vont
beaucoup parlé de ça. Non, c'est-à-dire que toi tu dis aussi parce que c'est finalement ce qui intéresse quand même principalement les gens, et le but d'un youtubeur c'est aussi de pouvoir manger le soir. Je pense qu'en fait c'est ça. Mon point de vue sur la chose, c'est que la raison principale, c'est parce que c'est ce qui marche, c'est ce qui fait des vues, et donc sans les accuser d'une quelconque cupidité, je suis pas là pour faire des procès d'intention. Chacun a un métier, hein, il faut bien nourrir. Exactement, c'est qu'en fait juste il faut qu'ils puissent ramener régulièrement des nouveaux gens sur leur chaîne, ils puissent continuer à faire des vues, et donc régulièrement parler de sujets qui intéressent le grand nombre en fait, et que ce qui ramène des vues sur une vidéo, c'est parler du cinéma de divertissement. On sait par exemple qu'In the Panda, il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert avec la vidéo sur Aladdin. D'ailleurs, moi-même, je l'ai découvert avec cette vidéo. Pareil, terrible. On fait vraiment partie de cette et en fait, qu'est-ce que c'est cette vidéo sur Aladdin ? C'est In the Panda qui, pendant 15 minutes discontinue, crache sur une comédie française qu'il trouve nulle à chier. Et en fait, du coup, voilà, on est sur du cinéma grand public, de divertissement populaire. C'est un film d'aventure. Mais là, on est déjà sur une certaine autre époque, hein, déjà de In the Panda. Oui, ça c'est 2014. Il a complètement renié, c'est-à-dire qu'il le regrette pas. Enfin, il le regrette peut-être, mais il a complètement dit qu'il était passé à autre chose que cette période-là, que ça le rendait pas heureux, quoi. Il assume de le faire. C'est toujours sur YouTube, c'est accessible, mais aujourd'hui, c'est plus ce qu'il aime faire. Et je trouve ça bien déjà qu'il y ait un vrai retour à quelque chose de finalement plus naturel. C'est-à-dire que c'est quand même de plus en plus rare, en tout cas chez ces mecs-là, qui ont maintenant quand même de l'expérience et tout ça, de voir des vidéos qui sont purement du lynchage. Il y a Durandal qui s'y tient encore un petit peu, sans vouloir jeter la pierre, parce qu'il fait plein de choses différentes et qu'il faut bien, comme je dis, il faut bien aussi faire du contenu sur YouTube si on veut vivre de ça. Mais finalement, c'est le seul que je vois encore avec ce format un peu de vlog, parce que finalement, il y avait les après-séances du Fossoyeur, mais ça n'existe plus. Oui, il s'est arrêté de faire ça. In the Panda, c'est Facecam. Il a expliqué lui-même que les vidéos Facecam, il aimait plus en faire. Alors, récemment, il a un peu repris, mais c'est sur des thématiques. C'est jamais sur un film sur lequel il va en parler en bien ou en mal pendant 20 minutes. Il crache sur rien, en fait. Hein. Il met en perspective, c'est pas la même chose quand même. Ouais, en fait, surtout le changement éditorial qu'il a fait, In the Panda, c'est qu'il s'est dit maintenant, j'arrête de parler des films que j'aime pas, sauf le cas où il considérerait ça vraiment intéressant, mais en général, il s'est dit, j'arrête de traiter les films que j'aime pas, je vais juste parler des films dont je pense qu'ils ont un intérêt. Et ça change en vrai pas mal la donne. Je trouve que sur les 6, on va mettre MJ de côté, parce qu'en ce moment, justement, il parle un peu moins ciné, plus d'événements de sociétal autour du cinéma. Mais en règle générale, je trouve qu'ils se sont tous ouverts à quelque chose qui ressemble de moins en moins à de la critique ciné. C'est-à-dire que très dernièrement, on peut voir qu'il y a beaucoup de mise en perspective. C'est-à-dire que quand il parle du cinéma, c'est rarement pour parler d'un film. S'il parle d'un film, c'est pour relever un pan du cinéma, l'état du cinéma. Moi là, je jetais encore une énième fois un coup d'œil sur la chaîne du Fossoyeur, et maintenant ça parle vraiment de cinéma et non pas d'un film, en fait. C'est très rare de trouver une vidéo qui parle que d'un film. En fait, le Fossoyeur, c'est depuis son retour. C'est-à-dire qu'à la fin de sa série, Le Fossoyeur de film, où il a fait un épisode final, il est parti pendant quelques mois. Il y a juste un moment... déjà, il commençait à épouser, enfin, il le fait depuis le début, mais là, encore plus, il commençait à épouser le format de Chroma, qui était celui, en fait, finalement, d'ouvrir à des interrogations sur le cinéma en règle générale à travers le prisme d'un film. Ce qui était la grande force de Chroma, parce que Chroma c'était un peu les premiers à faire ça. Ils l'ont fait ils ont tout sorti en 2017, 2016-2017, et c'est vrai que je pense que ça a eu un effet sur ça c'est mon analyse du truc, mais je pense que ça a eu un effet sur l'ensemble de la critique ciné sur YouTube. Je pense que c'est arrivé en écho avec le ras-le-bol qu'avaient les critiques ciné en règle générale critiques ciné, je dis ça, mais les vulgarisateurs de cinéma, finalement, d'avoir l'impression d'être juste là pour être des influenceurs, en fait, et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et en fait ils en ont eu marre eux-mêmes. Et finalement ça colle assez bien avec l'arrivée de Chroma, mais en fait Karim Debache, il est aussi entouré d'une vraie équipe et d'une production pour ces trucs-là, donc c'est très écrit, et je pense que c'est ça aussi qui les a tous rendus plus heureux, c'est que j'ai l'impression que maintenant toute cette bande-là, en tout cas, c'est des alors même s'ils écrivent individuellement potentiellement et de ça, mais c'est des productions en fait maintenant. À part Durandal qui fait vraiment encore seul, ils ont tous un workflow avec des gens qui les aident et tout ça. D'ailleurs, Durandal, je trouve que c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il est très déconnecté de la sphère YouTube. Il fait très très peu de collaborations avec d'autres YouTubeurs. C'est vraiment très occasionnel. Il y avait quelques vlogs qu'il avait fait en collaboration il y a longtemps, mais en fait au final, il reste assez éloigné de tout ça et en même temps, il évolue assez peu sur ces formats. Ce qui est drôle, c'est que ces formats s'améliorent mais restent les mêmes. Il y a très peu de nouveautés. Par contre, il améliore au maximum qu'il puisse faire son format. C'est-à-dire que par exemple, le dernier gros changement qu'il y a eu entre guillemets sur sa chaîne, c'est que au début de ses vlogs, il s'est mis à mettre des jingles d'intro de vlog. Et
le format du vlog en lui-même, il reste quasiment le même, au détail près que des fois il y a un peu de montage pour couper des moments un peu chiants. Mais la caméra elle filme mieux, enfin c'est amélioré quoi, mais c'est toujours c'est ça. C'est-à-dire que c'est techniquement, sur le plan technique c'est mieux, mais en fait ça reste le même format. Et à titre personnel, je m'interroge un peu sur la pertinence d'un format comme ça aujourd'hui. Justement, moi je trouve qu'il y a c'est un peu daté, quoi, je pense. Il y a une certaine pertinence parce que comme il est là depuis longtemps et que justement tous les vieux qui sont là depuis aussi longtemps que lui, parce qu'il y a toute une autre sphère qui est arrivée et qui fait le type de format que fait Durandal. Mais sauf que Durandal, les gens le suivent déjà, ils connaissent son avis, donc ils s'attendent ou pas à le voir marcher là-dessus. Et en fait, c'est un de ceux qui est fidèle à ça. Donc je pense que si tout le monde était resté fidèle, ça serait devenu chiant. Mais comme c'est un des seuls qui est resté sur le vlog vraiment, ça offre finalement plus de richesse. Qu'il y en ait quand même un qui le fasse en fait. C'est assez paradoxal mais c'est... Je comprends. Moi je sais que quand je sors du cinéma, il y a quand même une chance sur deux que je tombe le lendemain sur un vlog de Durandal qui a déjà fait, qui en a déjà parlé et personne d'autre ne l'aura fait. En tout cas des 6 qu'on a cités, mais ça fait du bien d'avoir quand même quelqu'un qui en parle, que je suis depuis quelques temps, donc je commence à connaître un peu les avis et tout ça. Donc finalement je trouve que ça apporte une certaine richesse parce qu'il est le seul à cette tenue dedans. Et puis, parce que du coup il s'améliore aussi. Et puis surtout, moi ce qui continue de me faire regarder les vidéos de Durandal, c'est surtout son format plus écrit, plus travaillé, qui s'appelle Pourquoi j'ai raison et vous avez tort, qui est vraiment, je trouve, le principal intérêt de sa chaîne. Parce que ce qui est intéressant dans ce format-là, c'est qu'il va... systématiquement parler d'un sujet sur lequel il va être en désaccord, au moins sur certains points, avec ce qu'il appelle l'avis général. C'est-à-dire que son envie de faire des critiques à la base, elle est partie d'un constat. Il s'est dit putain, mais j'ai l'impression que sur internet tout le monde est toujours d'accord sur les films, en mode ce film-là il est décrété comme bien, lui il est décrété comme pas bien, et du coup il s'est dit à chaque fois que je vais faire une vidéo, je vais m'inscrire contre cet avis général. Il l'a complètement assumé. Il y a une vidéo qu'il a fait en 2014-2015 qui explique clairement ça, où il dit systématiquement je vais m'inscrire contre l'avis général parce que je pense que c'est un peu con qu'il y ait un espèce d'avis global où tout le monde est d'accord. Et même si c'est, je trouve, un peu caricatural de dire qu'il y a un avis global où tout le monde est d'accord, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'il y a quand même souvent une tendance à surtout quand on suit aimer ou détester publiquement un film. Quand on suit les youtubeurs, c'est-à-dire qu'on prend des exemples, il y a par exemple très souvent qui est cité, là on le met au niveau de, je sais plus qui est-ce qui disait ça que j'entendais tout à l'heure, c'est Nexus 6 qui disait je le mets au niveau d'Indiana Jones 4 en termes de mauvaisitude, et où tout le monde admet qu'Indiana Jones 4 est dégueulasse, alors qu'en fait moi j'aimerais bien entendre quelqu'un qui le défend, parce que pour le coup moi Indiana Jones 4 je le trouve très intéressant. Alors c'est le plus mauvais de la saga et clairement il a des énormes défauts, mais il y a énormément d'avantages qu'on souligne rarement, et justement je crois que le Fossoyeur est un des seuls à avoir soulevé par exemple cette chose là aussi, de dire mais en fait si on le prend dans le prisme de la BD pulp et tout ça, il y a quelque chose en fait qui... Il y a une cohérence, dans les codes repris, etc. En fait, il est cohérent en son sein. C'est-à-dire qu'avec la saga, il paraît incohérent, mais en tant que film à part, il a une certaine cohérence. Alors atypique et pas forcément apprécié, mais dont on peut apprécier la démarche de se dire que les gars ils auraient pu faire un truc qui marcherait, qu'ils ont tenté un peu autre chose, quoi. D'ailleurs ce truc là que tu viens de souligner, de se dire ce film là tout le monde considère qu'il est mauvais, mais pourtant il y a quelque chose d'intéressant à en tirer. Je trouve que c'est la principale qualité de Karim Debache. C'est-à-dire que Karim Debache dans Chroma, en fait si tu regardes bien, il parle essentiellement de films mauvais ou médiocres, détestés ou médiocres ou sans intérêt par exemple Troll 2 c'est un nanar moqué publiquement et dont il y a des gens qui sont fans tellement c'est un nanar improbable, donc un film considéré unanimement comme mauvais, et il va en tirer quelque chose pour réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'un bon film, un mauvais film. Par exemple Signe de Shyamalan, c'est un film dont les gens considèrent qu'il est plutôt bon, à l'exception de sa fin qui est considéré comme assez débile, le twist de fin qui est considéré comme assez débile, et en fait lui il va défendre ce truc là en disant on peut vraiment relativiser, je crois que c'est de deux manières différentes. Je crois que c'est mon épisode préféré parce que c'est ça que j'aime dans Chroma, et justement que j'aime dans le Fossoyeur, c'est qu'il va te donner, ils vont en fait essayer de donner une vision. Donc de Fossoyeur, on parle vraiment pas des après-séances, mais de sa série Fossoyeur de film, qui maintenant se poursuit par des épisodes un petit peu aléatoires comme celui sur Beowulf, enfin qui sont pas des épisodes du Fossoyeur, mais qui finalement ressemblent beaucoup à ce qu'on pouvait y trouver. Où en fait il va essayer de remettre en perspective un film dont on va pas forcément avoir compris l'importance, en fait. J'ai envie de dire l'importance, c'est-à-dire pour toujours donner un axe pour donner une ampleur au film. Je pense, moi, celui qui m'avait le plus marqué, c'était Fitzcarraldo, où en fait le fait de raconter juste l'histoire du contexte de tournage te donne d'un seul coup un frisson cosmique au film, et maintenant quand je le regarde je suis complètement emporté. Et pour le coup c'est vrai que c'est des films où si t'as pas le contexte tu vas pas le recevoir pareil, je pense. C'est ça, et puis il y a pas mal de choses sur comment, et en fait c'est paradoxal, mais ce que je disais, c'est que Chroma, c'est un des seuls qui, en plus de ça, arrive à le faire sous forme de twist. C'est-à-dire d'abord présenter le film tel qu'il est, tel qu'on le perçoit, et donc du coup
on s'ancre vraiment là-dedans, et après il renverse et d'un seul coup notre regard s'inverse. Et là, ce qui est fou, c'est que c'est des chroniques qui sont écrites comme des films. Moi, c'est pour ça que j'adore Chroma et que c'est, je pense, mon émission préférée de cinéma sur Internet. C'est que c'est écrit comme, en fait, la série Chroma est écrite comme une série avec de la fiction au début, au milieu, à la fin. T'es absolument pas obligé de la comprendre parce qu'en plus c'est un peu cryptique. Faut vraiment aller chercher à comprendre pour comprendre, et il l'a écrit exprès comme ça. Et en même temps, tu peux aussi en avoir rien à foutre, les prendre juste comme des sketchs et vivre la chronique. Et même si tu vis juste la chronique, tu vas pouvoir la vivre comme quelque chose de scénarisé, avec, comme tu dis, la réflexion qui arrive comme un twist, en mode et ouais, en fait, depuis le début, je dis que ce film il est pas terrible, et en fait, retournement de situation, en fait, si tu le regardes sous un autre angle, il est super intéressant. Ouais, c'est là la chronique sur Signe, c'était le meilleur exemple parce qu'il a vraiment ce truc où, en gros, il y a ces deux incarnations, Karim Debache et Kamel Debiche, qui se disputent pour savoir est-ce que Signe est un bon film ou un mauvais film. Ouais. Mais en fait, à une certaine échelle, il va parler de ça sur à peu près tous les films. C'est-à-dire que même quand il va parler de son film préféré, qui est Les Affranchis de Scorsese, et ben, vu qu'il y a son autre lui, donc Kamel Debiche, enfin, du coup, je crois que c'est Kamel Debiche qui parle du film et Karim Debache qui n'est pas d'accord avec lui. Mais en gros, il y a toujours un des deux qui va pas être d'accord. Même sur Les Affranchis, il va donner des arguments pour dire que selon lui, c'est pas un bon film. Et même si c'est des arguments un peu à la con et que c'est juste un petit passage de la vidéo, et ben en fait, il y a quand même toujours une volonté de relativiser et de vraiment réfléchir sur globalement, c'est quoi un bon film et qu'est-ce que ça veut dire en fait. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est que finalement, nous, moi, ce que je vais le plus chercher dans ce genre de chronique, et c'est pour ça que c'est eux que je suis, c'est qu'en fait, je m'en fous de ce que quelqu'un a pensé d'un film. Je trouve génial, c'est d'avoir des gars qui ont des connaissances et qui réfléchissent, qui vont m'apporter une nouvelle grille de lecture d'un film et finalement me le faire apprécier. Moi, il y a beaucoup de films. Fitzgeraldo, quand je l'ai découvert, c'était après avoir vu la chronique, et en fait, j'ai adoré ce film et je pense que je l'aurais jamais reçu pareil sans cette chronique. Ouais. Et finalement, même, j'ai eu peur à un moment donné de me dire, mais en fait, je suis trop influençable, quoi. Il suffit qu'il y ait un mec que j'aime bien qui parle d'un film et d'un seul coup, j'adore le film. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a oui, je suis influençable. Mais là, c'est pas le cas. C'est juste, en fait, si t'arrives à bien m'en parler. C'est-à-dire que si tu arrives à me faire voir quelque chose qui va me... Et c'est ça que je trouve génial. On corrige ton regard, on te dit allez petit, regarde par là-bas, tu vas voir, c'est intéressant. Et puis et là du coup tu te dis waouh, c'est vrai, le film est incroyable vu de cette manière, quoi. Ouais, et puis il y a une poésie qui se dégage de leur chronique pour la plupart. Je pense aux longues vidéos de In the Panda, aux longues vidéos du Fossoyeur, ou même à certaines longues vidéos de Chroma, mais ils vont vraiment parler du cinéma, enfin de l'idée de faire rêver. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez commun. Tout ça, c'est qu'en fait, il y a vraiment cette défense de l'expérience collective du cinéma qui fait rêver. Il y a même parfois un petit peu de cucu là-dedans. Ouais. Mais c'est cool de voir qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, on ne parle plus de films, mais on parle du cinéma. Ouais. C'est-à-dire que c'est un art en règle générale, et on va toujours revenir à cet art en règle générale, sa pertinence, son propos et son influence bonne ou mauvaise sur la société. Là-dessus, je tenais à faire juste un tout petit écart avec ce que tu disais sur en fait le podcast de In the Panda. Donc ça reste quand même un peu dans le sujet, mais c'est pas sur YouTube, c'est sur Spotify, c'est vrai que j'ai pas Deezer, encore écouté. etc. J'ai dit que qui s'appelle Pardon le cinéma. Et en fait, quand tu disais j'aime bien que les gens ils m'apprennent des choses quand ils me parlent de cinéma, c'est vraiment ce que j'adore dans cette émission, et c'est pour ça que je te la recommande. C'est parce que bon, à chaque fois, chaque émission elle dure à peu près entre 2 et 3 heures, enfin c'est assez long, donc c'est bien de l'écouter en faisant autre chose, par exemple si t'as de la route à faire ou quelque chose comme ça. Mais moi c'est vraiment ça que j'adore dans ces émissions là, c'est parce qu'en plus c'est des gens qui ont des profils assez variés. C'est un podcast où il y a 5 animateurs qui parlent, donc, dont Victor in the Panda, mais 4 autres personnes qui viennent de milieux différents. C'est-à-dire qu'il y en a une d'entre elles qui est juriste et du coup qui va souvent aborder l'aspect juridique du cinéma et qui va aussi parler de cinéma de genre parce que c'est ça qui la passionne. Et en fait, il y a différents membres, et notamment un des membres qui s'appelle Simon Rio, et que je trouve vraiment fascinant quand il parle de cinéma, parce que vraiment, ce mec, à chaque fois qu'il ouvre la bouche et qu'il va parler d'un film, je trouve ça passionnant. Et c'est là-dessus où ce mec, je trouve qu'il est trop fort, c'est que même les films dont je me contrefous, et même les films dont lui se contrefout, parce que des fois, dans la partie actualité, où ils vont parler des films qu'ils ont vus en salle, bah, des fois il a vu une comédie complètement nulle, et du coup il va t'en parler, tu vas sentir qu'il s'en fout. Et pourtant, il va quand même trouver quelque chose d'intéressant à dire, c'est-à-dire, soit il va te dire, oui, alors ce film est nul, mais par contre il y a ce passage-là qui est extrêmement intéressant, ou alors, ce film est nul, mais du coup il témoigne de tels problèmes de production dans le cinéma français, et il va toujours trouver un angle hyper intéressant pour parler d'un film. C'est pas le seul, c'est juste que c'est lui qui me touche le plus, mais en fait, à une certaine échelle, ils font tout ça dans cette émission, et c'est pour ça que je la recommande vraiment. De tous ceux dont on vient de parler, justement, là, c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est pour ça aussi qu'on parle d'eux, je pense, et qu'on en est client. Après, il y en a certainement d'autres, mais qu'on connaît pas. Mais c'est cette notion
de toujours prendre un petit peu le contre-pied, ou en tout cas en ce qui concerne les films qui ne sont pas de l'actu. Bien sûr. Oui, parce que du coup, souvent, il y a un peu une dichotomie, enfin une dualité entre les films de l'actu où on va plutôt être dans la réaction, réagir au film, parce que il vient de sortir, faut en parler pour l'actu, et puis faut donner un avis, faut essayer d'analyser qu'est-ce que c'est l'enjeu de ce film-là. Et d'un autre côté, les films qui sont sortis depuis, on va dire, plus de 2 mois, entre il y a 2 mois et il y a 100 ans, on va dire, et où du coup, ça va être on va forcément plus pouvoir développer la réflexion. Mais là, du coup, on commence à arriver dans les limites justement qu'on voulait aborder. Moi, une des limites que je trouve, c'est qu'en fait, à trop faire en fait du vlog spontané ou des belles rétrospectives à l'ancienne, on commence à avoir ce petit dégagement du c'était mieux avant. Alors qu'en fait non, c'est juste que maintenant on a eu plus de temps pour analyser ce qui était mieux avant. Exactement. Et en fait c'est pas le cas. Et c'est vrai que j'aimerais trouver une rétrospective. C'est pour ça que j'aimais bien quand même le fait que Durandal fasse des pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur Star Wars, sur Marvel et tout ça. C'est parce qu'en fait il prenait quand même le temps de bosser un sujet. Bon après il a beau ne pas aimer et donc du coup juste les descendre en miettes. On pouvait pas nier qu'il y avait une certaine un vrai niveau d'analyse. C'est qu'à chaque fois il a pris le temps de réfléchir ses arguments. Voilà. C'est-à-dire que oui, quand il va descendre les nouveaux Star Wars, on a compris qu'il les détestait, qu'il détestait la manière de faire de Disney, etc. Il a pris le temps de réfléchir et de construire ses arguments. Et donc, il va pas dire un argument dans le vide, il va l'appuyer avec 5 articles qu'il a lus sur Internet entre-temps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, il le descend proprement en fait. C'est pour ça que paradoxalement des gars comme justement Durandal ou MJ Fermella, c'est ceux que j'ai eu le plus de mal à aborder sur le coup parce que la mise en scène et parce que la virulence du propos, c'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas besoin de s'énerver pour que ce soit drôle et le Fossoyeur tout ça l'ont très bien compris, c'est-à-dire que c'est jamais, ou alors quand il s'énerve c'est tellement second degré que c'est même pas, il gueule pas. Mais c'est vrai que quand certaines vidéos de MJ tu vois gueuler toute la vidéo et tu commences à dire mais c'est pas de l'humour en fait, tu t'énerves. Oui. C'est peut-être de l'humour mais c'est un surplus, je pense qu'il n'y a que ce moyen là de faire le gag. En fait, je pense que ce gimmick-là de s'énerver qu'ont Durandal et MJ, ça doit venir de leur influence principale, qui est le nostalgia critique. Enfin, en tout cas, Durandal, c'est clairement assumé. Toute cette vibe qui est c'est-à-dire, c'est Angry Video Game Nerd qui a inspiré le joueur du grenier, le joueur du grenier, le nostalgia critique. C'est ces gens-là qui ont instauré ce code de parler de quelque chose de nul, que la chose reste nulle, et donc de s'énerver devant. Et du coup, je pense que ça vient de là aussi, c'est qu'en fait, ils ont un peu intégré ça comme un mécanisme humoristique de base. Mais déjà, ça fait partie de leur ligne éditoriale, ils trouvent ça marrant aussi. Durandal l'a déjà beaucoup abandonné, je trouve, parce qu'à une époque, c'était quand même pas ça. Oui. Moi, je peux citer la critique de Equilibrium, où il engueule le film d'être incohérent, mais en fait, si t'enlèves la principale incohérence du film, qui est le fait que des personnages ne puissent pas avoir d'émotions, donc à quoi bon faire un film si tu peux pas faire jouer des émotions à des personnages, tu peux pas les faire jouer en fait. Donc forcément il va y avoir une trouzaine d'incohérences. Après c'est un petit peu comme dans une copie, une prof qui enlèverait un point à chaque fois que tu as fait la même faute. Oui. C'est chiant, mais bon, si tu connais pas la faute, ou que t'as justement décidé de mettre ça un peu de côté parce que t'as pas appris cette partie de la leçon, c'est un peu bâtard quoi. Ouais. Et c'est un peu pareil, c'est-à-dire que je trouve que ça il l'a beaucoup abandonné déjà. Plus je le vois avancer et plus je regarde Durandal et plus je l'apprécie. Bon, en revanche, même si MJ c'est pas pareil, parce que justement MJ, je suis tombé les 2 pieds dedans, à adorer ce qu'il faisait parce que justement il prenait le contre-pied, il parlait vraiment des réactions des gens au film. Et ça c'est un truc qui l'obsède vraiment. Et finalement, je trouve que c'est intéressant, mais ça devient en fait c'est difficile pour moi de faire une chronique qui prend comme humour le fait de s'énerver et de cumuler ça avec le truc principal qui n'est pas le cinéma mais les gens. Oui. Et en fait, ça fait que ça devient très vite très insultant. Et pourtant, même si je me sens jamais concerné par la remarque qu'il fait, au bout d'un moment, je finis par me sentir un peu agressé. Et je pense qu'il a pas fait le bon virage en gardant cet humour et en virant vers les problèmes sociaux. Parce que finalement, il passe son temps à engueuler les SJW, tout ça, et en fait, beaucoup plus les anti-SJW. Et les anti, mais à une période, c'était les SJ, maintenant c'est les anti. Et en fait, moi, je finis par me paumer dans qui est-ce qui l'engueule. Parce qu'en fait, il y a des vidéos où je suis là. On est tellement dans des termes de la twittosphère. Ouais. J'ai envie de dire, je déteste ce mot parce que je déteste Twitter et je n'y vais pas. La blogosphère. Mais si tu ne suis pas ces choses-là, t'as juste l'impression qu'il engueule des gens qui s'engueulent entre eux. Ouais. Mais en ayant le même niveau, c'est-à-dire qu'avec un meilleur niveau d'analyse qu'eux, mais en leur gueulant dessus quand même. Et je trouve que c'est pas que c'est con, c'est pas que c'est nul, je trouve que c'est juste pas très pertinent. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, le truc, c'est que la chaîne de MJ, plus le temps passe et plus c'est
assez militant entre guillemets, c'est-à-dire que son format qui est phare, enfin son format qui s'est le plus développé, c'est Fermez-la, qui n'était pas nécessairement le format principal de sa chaîne à l'époque où je l'ai connu. Alors moi j'ai connu tard. Mais... Ouais. Au moment où j'ai découvert sa chaîne, c'était un peu à égalité avec une autre émission qui s'appelait Parlons Cinéma, qui était beaucoup plus posée et qui était vraiment dans l'analyse. Et pour le coup, Fermez-la, ça reprenait tous les sujets, pour le coup, qui étaient un peu plus polémiques. Et quand il a quitté Voxmakers, il s'est dit, vas-y, je vais me concentrer sur le format Fermez-la, qu'il a vraiment développé et sur lequel maintenant il a plein de sous-formats, c'est-à-dire il a les Fermez-la plus courts, les Fermez-la essais qui vont être beaucoup plus développés dans une réflexion sur un sujet. Et en fait, il a du coup tout développé autour du format Fermez-la. Et du coup, ça fait que sa chaîne, elle s'est assez politisée, en fait. C'est-à-dire que c'est orienté politiquement d'une certaine manière qui... personnellement me convient très bien. Oui, moi je la défends aussi, mais c'est juste que c'est la manière de faire, c'est pas c'est ça en fait, ce qui peut être critiquable, même si moi je continue de suivre ce qu'il fait et je pense que je continuerai longtemps. Mais c'est que du coup, des fois t'as un peu l'impression, moi je trouve qu'il se bat contre un mur, il se bat contre du vent, parce qu'en fait il parle à des gens avec qui il n'est pas d'accord sur Twitter, il en parle en vidéo. En même temps, s'il en parle dans une vidéo de 45 minutes, évidemment que ses haters, ils vont pas aller la voir. Donc en fait, les gens qui vont le regarder, c'est que les gens qui sont d'accord avec lui. Et en plus de ça, il se répète beaucoup dans ce qu'il dit. Je suis d'accord que c'est des choses qui sont nécessaires à être dites et répétées. Et en plus, il soulève des problématiques intéressantes. C'est-à-dire que par exemple, il y a des épisodes sur le queerbaiting dans le cinéma, c'est-à-dire le fait d'utiliser la communauté LGBT comme un argument de vente. Donc des choses comme ça qui sont très intéressantes à soulever et à dénoncer. Mais du coup, c'est vrai que déjà, ça se répète un peu, ça tourne un peu en rond. Ça mériterait pour moi, en tout cas, de pas être dit sous la forme de l'engueulade, parce qu'on voit bien que ça marche pas. Hein, oui, en plus, c'est ça. L'engueulade entraîne la haine, hein, c'est tout. S'il prenait un format plus posé, peut-être que ça passerait mieux et qu'il garde ce gimmick de crier et de s'énerver parce que c'est son format et sa ligne édito. Parce que Fermez-la, à une époque qui maintenant est révolue, l'épisode commençait par il soulève le problème. Il disait, bon, alors du coup, à tous ceux qui disent ça, fermez-la, et il hurlait. D'ailleurs, son micro saturait souvent parce qu'on sait qu'il n'est pas ultra au taquet sur la technique. Donc, il hurlait fermez-la en tapant avec son marteau. Là, le générique commençait et après, il parlait, après, il développait son sujet. Il a enlevé ce gimmick-là parce que je pense que lui-même, ça devait le saouler de crier à chaque fois et que ça devait saouler ses auditeurs. Je pense qu'il a dû arrêter quand il s'est dit que fermez-la, ce serait son format principal. Mais malgré ça, il garde ce côté, en fait, peut-être trop agressif et trop dans le combat en fait. Peut-être qu'il gagnerait à être plus posé comme dans ses Fermez-la essais. Mais je vais en revenir avec Durennal. C'est-à-dire que c'est des gars qui sont un peu dans la provoque quand même. C'est-à-dire que faire une émission qui s'appelle Pourquoi j'ai raison et vous avez tort, là où à chaque début d'émission, la plupart des vulgarisateurs ciné disent ce n'est que mon avis. En faire une qui s'appelle comme ça, c'est quand même prendre le truc carrément à contre-courant. Mais c'est ce qu'il fait tout le temps. Mais après, moi, c'est pas des choses qui m'embêtent tant que la pertinence, elle est là dans le propos. Et c'est ce que j'aime avec ces gars-là, justement, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, je trouve que ce qui manque par exemple à MJ finalement, c'est une bonne mise en scène. C'est-à-dire que je trouve qu'il est souvent gâché par finalement un fond vert qui marche pas des masses, ça fonctionne, mais par un espèce de surplus d'effets qui gagnerait à faire un peu comme le Fossoyeur, c'est-à-dire qu'il va juste en décor réel et qui fait une mise en scène assez épurée dans un décor réel avec une bonne caméra et ça marche beaucoup mieux. Là, c'est vrai qu'on essaye d'avoir tellement d'effets spéciaux mais qu'on n'a pas le temps de gérer parce qu'il y a trop de choses à faire. Et le truc aussi, c'est que je pense qu'il s'en fout en fait et que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'amélioration parce que ça fait très longtemps qu'il est là. C'est qu'en fait, il y a une amélioration quand même, mais qui est pas significative. C'est-à-dire, bon, il gère mieux ses fonds verts. Ils sont moins en train de bruiter tout le temps, mais à côté de ça, il cherche absolument pas à ce que ce soit réaliste, parce que à chaque fois, il a des personnages complètement fantasmagoriques qui viennent de plein d'univers différents. Il y a très souvent, il fait parler des figurines, donc tu sais, comme un enfant qui prend des figurines dans ses mains et qui les fait parler, tu vois. Il y a un côté en fait très enfantin et très très nerd passionné, et tout, mais... qui est très cool à voir et je pense qu'il est très propre à lui aussi. Mais du coup, évidemment, vu qu'il cherche pas à ce que ce soit propre. Il cherche surtout à ce qu'on comprenne ce qui se passe et que ce soit lisible. C'est assez différent en fait. Mais ce qui est dommage, c'est de finalement faire de la mise en scène qui se prend au sérieux sans être faite sérieusement. C'est-à-dire que il est très premier degré quand il fait ses mises en scène. Oui, c'est ça. Alors que la technique ne l'est pas.
la technique elle est ou second degré ou pas très achevée. Ouais. Là où justement on prend Nexus 6 par exemple, justement il y a un second degré dans le propos, mais il y a beaucoup de scènes qui font un peu premier degré dans la mise en scène, mais la technique et tous les décors suivent derrière énormément au taquet. et tu vois, je me dis, si je voulais comparer, tu vois, MJ Fermella, pour moi aujourd'hui il en est arrivé au stade où il fait aussi bien un fond vert qu'un joueur du grenier, mais joueur du grenier, il y a toujours du second degré. Dès que la technique elle est pas au taquet derrière, il y a toujours, même quand elle l'est d'ailleurs, toujours un second degré qui fait que s'il quittait le fond vert, ça serait presque moins drôle parce que il le rend débile et il le fait, il brise le quatrième mur et tout quoi. Surtout, on sait que quand il veut être au taquet, il le peut, joueur du grenier, parce que joueur du grenier, c'est quand même un mec qui, pour certains de ses épisodes, notamment celui sur Harry Potter, a quand même loué un château. Après, c'est des gars, mise en scène dans le château. C'est des gars qui viennent de la technique pour le coup. Voilà. Mais moi, c'est ce que je disais, c'est que le MJ Fermella, je vois que j'ai plein de potes qui n'arrivent pas du tout à adhérer. Justement, t'es un des seuls, enfin, on est un des seuls de la bande justement à vraiment aimer ce qu'il fait. Mais parce qu'en fait, justement, moi, ce que je dis, c'est qu'il devrait écrire ses chroniques et ou les faire jouer par quelqu'un d'autre, mais je pense pas que ce soit nécessaire, ou les faire mettre en scène et réaliser avec vraiment une aide à la réa, parce que ça le mettrait beaucoup plus en valeur, parce qu'il a vraiment du fond dans ses arguments et dans son propos et dans sa construction. Et même si, en ce moment, c'est un peu remis en cause par des youtubeurs, et je peux comprendre pourquoi, mais ça n'empêche pas qu'il y a une pertinence quand même dans beaucoup de ses propos, même si parfois, en effet, il y a des moments où il va un peu vite, mais comme tous. Et pour le coup, je pense que aussi c'est pas forcément. Faudrait peut-être charger ton ordinateur parce que je vois que la batterie descend. Je pense aussi que c'est pas forcément une ambition, c'est-à-dire que je pense qu'il a carrément, que son envie, s'il avait voulu évoluer techniquement et faire des choses plus diverses et plus propres techniquement, je pense qu'il l'aurait fait, mais que son ambition c'est aussi d'avoir un côté homemade et d'être tout seul à pouvoir tout faire. Parce qu'au final, en fait, ce que tu vois dans ces émissions, c'est que c'est toujours des plans fixes. Souvent, il joue plusieurs personnages, parfois avec des masques, plein de costumes, etc. Et que au final, les vidéos qu'il fait, c'est des vidéos qui peuvent être réalisées tout seul. Et je pense que c'est ça sa force et sa faiblesse, c'est que du coup, il a besoin de l'aide de personne, et je pense qu'il peut continuer à faire ses vidéos tout seul dans sa chambre avec juste de temps en temps des interventions de potes à lui, des anciens Voxmakers comme l'Ermite Moderne qui apparaît beaucoup, mais que sa ligne éditoriale, elle est notamment concentrée sur le fait de faire ses vidéos tout seul. Ouais, non, mais moi je pense que c'est une très bonne idée. Le problème, c'est que justement, comme il a un propos qui peuvent beaucoup engager de haine ou de désaccord, il serait mieux servi à ce qu'au moins on puisse pas l'attaquer sur la forme. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est purement un avis que qui est très personnel. Enfin, et ça, moi, ça ne m'empêche pas personnellement d'apprécier ces vidéos. Bien sûr. Mais c'est vrai que je pense qu'on est globalement d'accord. C'est un des seuls dont le format, on a beau voir qu'il a du meilleur matos et tout, et dont pourtant il se maintient à faire parce que ses mises en scène sont ambitieuses, c'est ça qui est fou. Oui. C'est-à-dire qu'il a vraiment des scénarios ambitieux là, avec l'attaque de Disney dernièrement, où justement ils vont en mission et tout ça. C'est des scénarios qui sont très sympas et moi qui me donnent envie de rêver, mais où la technique vient pas m'aider à ça. Alors que paradoxalement, le Fossoyeur, son scénario de sa quête du père à travers des personnages complètement loufoques et tout ça pourrait ne pas m'intéresser au premier abord, mais est tellement cohérente en son sein et desservie par c'est bien joué. Voilà, c'est aussi ça, c'est qu'il engage des vrais comédiens. Oui, et puis il y a une ambition qui est proportionnelle, c'est-à-dire que il décide d'aller dans un truc qu'il veut faire, il va en forêt, mais la forêt va être impeccablement filmée, mais il va pas aller plus que dans une forêt. Ouais. Et Nexus 6, c'est eux, ils ont essayé de passer la barre la plus haute pour moi en termes de fiction. En mode on fait de la SF, on se donne les moyens et on fait on filme des vaisseaux. Et ils font beaucoup moins de vidéos. De 3D quoi. Voilà, ils font beaucoup moins de vidéos et ils ont un rythme qui est. Cela dit, ils font peut-être presque autant de vidéos, tu me diras, que MJ. Mais ils ont un rythme qui est lent, mais par contre, ils veulent faire de la mise en scène, ils veulent faire du cinéma un petit peu au sein même de leur critique ciné. Et ça marche. Et pour le coup, ce qui est impressionnant, je trouve, avec Nexus 6, c'est que tout à l'heure, on parlait des vlogs qui, à l'époque, étaient pas mal à la mode et maintenant le sont moins. Donc, vlog, c'est vidéo-blog, en fait, qui souvent consiste juste à parler devant sa caméra d'un film qu'on vient de voir, et parfois avec du montage, parfois sans, mais avec vraiment un format extrêmement simple, et format auquel se tenait In The Panda, se tient toujours Durandal, se tenait le Fossoyeur de film quand il faisait ses après-séances. Et même là-dessus, Nexus 6, les vlogs, ils sont scénarisés. Ils sont scénarisés, ils sont mis en scène. C'est-à-dire que du coup, les vlogs, ils vont mettre le capitaine dans une situation. Donc, par exemple, le capitaine doit faire une mission secrète dans un bar. Donc,
il attend un truc dans un bar, du coup il est au bar, il parle avec un inconnu, et là on lance la chronique. Ou alors, je sais plus dans quelle situation, il est pris en otage. C'est un des seuls qui a vraiment réussi à développer la préséance sous la forme d'une fiction. C'est ça. Et il sait qu'il peut pas faire une fiction réelle ou même faire un gros truc parce que son propos ne va pas pouvoir tourner autour du développement de quelque chose qui est purement dans le rebondissement d'un film. Et même là, il y a un effort énorme de mise en scène. Il décide de faire un beau plan fixe. Voilà. Et ça, je trouve ça génial d'en arriver là, justement, d'un tel stade de vouloir faire sa propre cohérence de mise en scène, que même les vidéos qui finalement doivent être les moins soignées sont déjà bien plus soignées que plein de vidéos très soignées. Après différence quand même très très notable qui explique, je pense, le fait que Nexus 6 a une beaucoup plus grosse prod derrière que par exemple MJ ou Durandal, c'est que Nexus 6 déjà ils sont beaucoup dans l'équipe, oui. Et en plus ils ne vivent pas de la chaîne. Oui. C'est-à-dire qu'ils arrivent un peu à se rembourser avec les dons Tipeee, etc. Mais en fait ils sont toute une équipe pour être tous au taquet sur leur rôle, mais pas vivre de ça. Cela étant dit, je trouve ça bien parce que du coup ils ont moins de temps pour faire ces choses-là. C'est-à-dire qu'ils arrivent à pondre un super contenu de super qualité sans pouvoir en vivre parce que ils sont 15 et qu'ils se font pas d'argent dessus. C'est qu'en fait ils filment ça en fait. Sur leur temps libre, en fait, ils arrivent à se trouver du temps pour faire ça et pour le faire bien. C'est ça qui est impressionnant. En fait, il me rappelle dans une certaine mesure. Ils n'ont pas l'enjeu financier, tu vois ce que je veux dire. Ils sont pas obligés de sortir des vidéos tout le temps. Ils en sortent une quand elle est qualité et qu'elle peut sortir. En fait, il me rappelle un peu Noob dans une certaine mesure, mais eux, ils ont commencé directement très fort. En fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ce côté. Ils ont les connaissances techniques parce que Noob aussi, c'est quand même savoir faire un chant contre chant. Il y a des problèmes de mise en scène et tout. Ouais, dans les premières saisons. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui, le côté, on fait ça sur notre temps libre et en même temps, c'est très ambitieux. Mais c'est un travail qui est différent, qui est apporté différemment. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est des gars qui ont tous développé en fait leur propre format dur à produire. Ouais. C'est-à-dire que moi, ça me fait penser un peu, et pour revenir justement sur le côté qualité de la fiction, à Unknown Movies, du coup, pour revenir à In the Panda. Et Unknown Movies, c'était tout bonnement génial. Alors que en termes de production, c'était souvent pas très compliqué. Ouais. C'est-à-dire qu'en tout cas, toute la première saison, le début, c'était une web série. C'était dans une cave, et puis après, ça a quitté un peu la cave, mais. Bon, c'était sur une aire d'autoroute, de gars qui parlent. On n'est pas plus compliqué que de faire un court-métrage. L'épisode sur l'aire d'autoroute qui est incroyable. Mais c'était extraordinaire parce que moi, il y avait une ambiance. Mais moi, ça me foutait les jetons. Après, en même temps, il parlait aussi de films qui n'étaient pas anodins. Ouais. Mais moi, ça me mettait une espèce de pression. Des fois, je me matais la saison entière et j'en sortais. J'étais pas très bien, quoi. Enfin, la mise en scène servait vraiment le propos. Puis je trouve aussi que Unknown Movies, même si c'est pas toujours très bien joué, parce que il y a plus de la moitié des acteurs qui sont amateurs et qui sous-jouent tout le temps ou surjouent. En fait, je trouve que le scénario et la mise en scène sont assez touchants. En fait, c'est-à-dire que la mise en scène est assez fonctionnelle et met bien en valeur le truc. Dès la première saison, ils ont fait un épisode en comédie musicale quand même. Donc c'est bien foutu, c'est quand même assez ambitieux pour ce que c'est, et surtout le scénario, je trouve, arrive à tenir la route parce qu'on s'attache au personnage, je trouve. Le personnage du tueur, dans la saison 2, sa relation avec son acolyte. Ah, j'étais tellement mal. Mais c'est excellent. Dans la saison 3, sa relation avec les habitants du village. Tout ça, je trouve que c'est assez bien écrit pour être touchant, même si c'est pas, c'est pas. Ça reste de la fiction mais au sein d'une chronique, mais c'est extraordinaire. Mais ça reste, ça reste en fait, au-dessus du minimum syndical, ce qui fait que on peut dire que c'est bien foutu. Ah c'est même très bien foutu. Surtout les dernières saisons sont vraiment très 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 bien foutues. Mais après, en termes de qualité de fiction, c'est quand même pas non plus au niveau de Chroma, je trouve, par exemple. Mais en même temps, c'est pas pareil. Ils ont pas fait de crowdfunding avant. Chroma, ils ont eu le temps qu'ils voulaient pour le faire, donc c'est pas du tout la même prod. Et puis moi, alors peut-être que j'ai beaucoup moins bien suivi Chroma, mais au final, je trouve qu'il y a un ratio méthode résultat ou ambition résultat qui est comparable à Chroma, c'est-à-dire que lui il a commencé, c'était une chronique dans sa cave, il n'avait pas du tout de fil conducteur au départ, enfin j'en sais rien, mais je crois qu'il n'en avait pas, et au fur et à mesure le récit se construit, et ce qui est génial, c'est que si on regarde le premier épisode aujourd'hui, alors lui il dira que c'est pourri, moi je le regarde, je le trouve très cohérent avec la saison 1 en entier. C'est juste que c'est que dans une cave, et ça va pas plus loin que ça, mais en même temps c'est trop bien pour présenter le personnage, et après le fait qu'il quitte le lieu, c'est ça, c'est en termes de narration bien écrit, quoi. C'est-à-dire que moi ça fait partie des rares web-séries, parce que je pense qu'on peut presque parler de ça, que je peux me remater aujourd'hui sans avoir le sentiment que ça a vieilli. Contrairement à du Noob par exemple, donc je pourrais pas me remater la première saison sans le faire vraiment par pure nostalgie. C'est marrant parce qu'on parle de web-série, et j'avais pensé à l'analogie en fait entre Unknown Movies et Le Visiteur du Futur. Dans le côté, au début, ça commence
ils ont juste une contextualisation, mais ils n'ont pas vraiment de scénario. Et au fur et à mesure, le scénario se construit et ça reste cohérent avec ce qui a été dit avant. Et ils font toute une première saison comme ça. Et après, ils construisent mieux la saison 2 et la saison 3. Au point que même quand tu arrives à la saison 4 pour Vice of the Future et la saison 3 pour Unknown Movies, t'as beau avoir des progrès énormes en termes de prod, d'organisation, d'écriture, de ça tout ce reste qu'on veut. cohérent avec le début. Et ben en fait, le début fait toujours partie du canon de l'histoire. Ouais, parce qu'on l'a pas abandonné. Ça, c'est très très fort de réussir à faire ça, je trouve, à cette échelle. Alors, comme on est parti pour causer un peu longtemps, si vous êtes encore en train de nous écouter, ça nous fait plaisir. Le niveau de l'émission ne va pas se détériorer au fur et à mesure, mais on comprendrait que vous ayez lâché si ça ne vous plaît pas, parce que c'est assez peu construit et qu'il faut quand même connaître un peu ces références-là. Ça reste deux mecs qui s'écoutent parler. Hein. Mais voilà, mais si vous continuez à aimer nous entendre parler comme nous on aime s'entendre parler, on va continuer un petit peu. Et Pierre, je vais te proposer d'aller chercher une petite bière et pour continuer à causer comme ça autour de cette émission posée. Carrément, je suis chaud pour une bière, mec. Et bah très bien, parfait, tu peux continuer à leur parler tout seul. Et ben écoute, je peux continuer à leur parler tout seul. De quoi est-ce que je peux leur parler ? On était sur In the Panda. Je trouve que In the Panda, il a un rapport très intéressant au cinéma et à la critique ciné, parce qu'en fait, vu que j'ai l'impression qu'en fait, il traite son image publique et son contenu comme son œuvre en fait. C'est-à-dire que c'est un mec qui voulait être réalisateur. Bon, il a quand même réalisé Unknown Movies et quelques autres fictions, mais c'est un mec qui voulait être réalisateur et qui s'est retrouvé à faire des critiques sur YouTube. Et donc, il traite son contenu YouTube, on trinque, comme une œuvre, c'est-à-dire qu'en fait, il va toujours être déjà très dans l'expression des émotions. À chaque fois qu'il va parler d'un film, il va t'en parler sous le côté du ressenti, des sentiments, et il a toujours été conscient que c'est ça qui faisait sa spécificité. Il l'avait dit dans une conférence où il disait chaque youtubeur ciné a sa manière d'aborder le cinéma. Moi, c'est vraiment les émotions. J'ai compris que c'est ça qu'aimaient les gens et c'est ça que j'aime quand je parle de cinéma. Donc il y a ce côté-là. Et puis aussi, il y a le côté assez introspectif où il y a des fois où il a eu une période où il n'a pas fait tel type de vidéo, il n'a pas fait de vidéo face cam, et il a expliqué pourquoi, en mode ça me rendait malheureux, moi je suis un dépressif chronique, et là ça me rendait absolument pas heureux de faire ça, je retombais dans mes travers, et du coup j'ai décidé d'arrêter. Et il y a vraiment un côté, un rapport assez personnel. En fait, moi, ça me fait rebondir sur en fait ce qui motive tous ces gars-là. Parce que ce qui est drôle, c'est que là où justement on disait qu'ils sont complémentaires, c'est qu'ils n'ont pas la même manière d'aborder l'œuvre. Et c'est vrai que In the Panda est celui peut-être qui sera qu'on finit par le sentimental, Victor. Mais je trouve que c'est celui qu'on finit par le connaître le mieux personnellement, en fait. Ouais, c'est-à-dire que donne envie de s'attacher à lui. Le Fossoyeur, je pourrais pas te dire quels sont vraiment ses goûts, parce que même quand il aime pas un film, il va réussir à en tirer des bons trucs. Ouais. Et ça, c'est très fort, mais c'est pas la même chose. Je pense qu'il a des goûts suffisamment larges et variés pour que on n'arrive pas à le cerner. On n'arrive pas à cerner quelle est sa culture. Oui, mais In the Panda, certainement aussi. Et In the Panda aussi. Mais malgré ça, on arrive à cerner. C'est quoi le genre de type de film qu'il aime ? Parce qu'à chaque fois qu'il dit, par exemple, alors ça c'est une comédie musicale. Vous le savez, j'adore les comédies musicales. Ou alors ça c'est un film qui parle de cinéma. J'adore les films qui parlent de cinéma. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont tous et sa personnalité. Des choses différentes. C'est-à-dire que dans tous les cas, ils sont dans le côté aller voir plein de films et aller voir de tout, mais c'est vrai que In the Panda on le retrouve particulièrement chez lui parce qu'il a développé Unknown Movies et donc maintenant encore il est vraiment dans le côté soutenez les salles et c'est vraiment son fer de lance, même si c'est celui de toute la critique ciné évidemment, mais lui particulièrement je trouve, et on peut distinguer vraiment des grandes lignes. Par exemple, Le Fossoyeur, il est très très axé sur l'image et l'ambiance d'un film, c'est-à-dire que c'est un des seuls que j'ai entendu dire, moi si le scénario est pourri, pour peu que l'ambiance se tienne et qu'on arrive vraiment à déclencher un sentiment c'est pas une certaine peur, une certaine angoisse, une certaine folie, une certaine joie, dit je peux m'en foutre des incohérences. Là où justement Durandal à l'opposé enlever toutes les incohérences qu'il va noter dès qu'il aime pas un film. Il décompose tellement aux lignes à ligne un scénario qu'en fait évidemment après en décousu il voit plein d'incohérences que moi j'aurais jamais vu. Mais parce qu'en fait lui pour le coup j'ai l'impression que son fer de lance, c'est le scénario. Ce qui est très paradoxal. Mais je sais pourquoi, parce qu'en fait, je pense savoir pourquoi, j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, mais j'ai l'impression que pour Durandal, j'ai compris ça dans son format qui s'appelle Reaction Shot, où en fait, il fait un vlog, et en fait, parfois, il fait un autre vlog pour réagir aux réactions des gens, en mode, vous avez dit ça, ou alors, j'ai dit ça, et c'était une connerie. Que ce soit de ce qu'il a dit ou ce que les gens ont dit. Et notamment dans son reaction shot sur un film de Tim Burton, je sais plus lequel, Miss Peregrine et les enfants en particulier, il a commencé son vlog en disant la cohérence, c'est pas en option. Un truc comme ça, je sais plus exactement comment il le formulait, mais à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, le critère principal pour un bon film, selon Durandal, c'est en fait un film qui respecte une espèce de fiche technique. De charte écrite. En fait, c'est ça, une espèce de charte en mode un scénario bien construit. Et en fait, c'est plutôt vrai dans la théorie, c'est-à-dire que le côté un scénario bien écrit, c'est un scénario qui n'a pas d'incohérence, c'est à ça qu'on reconnaît qu'il a été travaillé.
c'est une certaine vision un peu formatée du cinéma, parce qu'en fait, il y a des choses beaucoup plus variées et riches que ça dans le par cinéma. exemple, on prend la chronique Mais sur... c'est pas complètement faux, et je comprends son point de vue en tout cas. La chronique, son point de vue. ouais. Si vous suivez le Fossoyeur de film, vous avez certainement vu à l'époque où il faisait le Fossoyeur la chronique sur Frayeur, et où il dit, alors bon, pourquoi je parle de ce film alors qu'il vient de montrer en décomposant tout le scénario à quel point ça n'avait aucun sens, que ça péter un câble dans tous les sens, et il dit et parce qu'en fait il arrive à instaurer une certaine idée de la peur, ce film, justement parce que c'est un cauchemar. On n'a jamais l'impression qu'on va en sortir, et là où tu l'attends, il y est jamais, et c'est toujours plus nul ou plus chiant ou plus effrayant. Mais au final, il en sort un certain sentiment de décrépitude qui est complètement celui qu'on a après un cauchemar, qui est malgré un scénario complètement décousu et bizarre. Et voilà, et en fait c'est ça justement qui est fort, c'est que je pense qu'il faudrait regarder une même chronique par Durandal, qui en fait je pense prendrait même pas la peine d'analyser le film, parce qu'il serait là, mais c'est bon, c'est créé avec les pieds, quoi. Ouais. Et en fait c'est très drôle de confronter les avis sur les choses avec ce genre de trucs. Par exemple, si on confronte l'avis de Durandal sur Ready Player One avec l'avis de In the Panda, du coup, justement, sur ce film-là. Oui, parce qu'In the Panda, vu qu'il était dans l'émotion de la sortie du film, etc. Et même après, il l'est resté. Il continue de dire que c'est un des meilleurs films de l'année 2018. Le deuxième. Voilà. Et en fait, In the Panda, c'est parce qu'il a été époustouflé par toutes les émotions qu'il a pu ressentir pendant le film et qu'il peut ressentir à chaque fois qu'il le voit. Et du coup, il était en mode, alors oui, il y a des incohérences dans le film, mais je m'en fous parce qu'au-delà de ça, le film, il me touche, et le film, il a une mise en scène incroyable. Et là où Durandal, il était justement beaucoup plus à relever les incohérences et à rester focus sur le scénario en se disant, c'est quand même pas hyper bien branlé. Et c'est très classique. Et c'est vrai que le scénario est très classique, mais bon, moi, il faudra que j'en parlerai un jour de Ready Player One. En vrai. J'en parlerai un jour de Ready Player One, parce que c'est vraiment devenu instantanément un de mes films préférés, et que j'ai. On pourra faire une émission sur le sujet. Ah on en fera une. Un hors-champ sur Ready Player One. Carrément, carrément. C'est sûr que ça va arriver. De toute façon, c'est si je le fais pas, je le ferai de mon côté, mais dans tous les cas, faut que j'ai des choses à dire dessus, parce que. Et c'est très drôle, parce que moi, justement, la première critique que j'ai vue, c'est In the Panda, ça m'a conforté là-dedans. Et pareil, derrière, quand j'ai vu les autres, j'ai dit ouais, non, mais je comprends leur avis, mais c'est juste que je trouve que c'est pas important. Et aujourd'hui, c'est rare que je sois pas d'accord avec un youtubeur, même quand il est vraiment à l'opposé de mes avis. C'est juste qu'en fait, j'ai pas relevé les mêmes choses. C'est-à-dire que oui, je suis d'accord, dans Ready Player One, le scénario, il y a des moments où la situation dystopique extérieure, elle est mal foutue au niveau pensée. C'est-à-dire qu'on découvre à la fin qu'il y a de la police, on est là, mais s'il y a de la police, pourquoi est-ce que tout ça existe? Ouais, mais pour moi, c'est pas du tout l'importance du film. Et si justement on y donnait trop d'importance, le film perdrait toute sa saveur. Parce que moi, je juge un film à sa saveur. En fait. Les événements qui se passent parfois sont un peu incohérents, mais servent tellement le propos du film que tu peux pas vraiment les enlever, et qu'on s'en fout parce que c'est fun et que c'est pas ça le principal intérêt. En fait, on parle beaucoup justement de propos, de cohérence, de scénario, de tout ça. Et finalement, justement, le Fossoyeur, pourquoi ça reste mon préféré aujourd'hui, c'est parce que c'est un des seuls à vraiment privilégier la saveur d'un film. C'est-à-dire qu'il prend le tout, et il va te dire que même un film, si sa technique elle est loupée et que son scénario est loupé, si il a une saveur qui correspond à un ton qui fonctionne, c'est-à-dire que si on ne reste pas complètement hermétique, il y a quelque chose à en tirer. Et ça, j'adore. Donc pour terminer avec le tout, c'est vrai qu'on peut comparer un petit peu avec le Fossoyeur, avec Chroma, cette idée de trouver quelque chose en dessous, quelque chose de plus. Quelque chose que le film, qui même s'il a tous les défauts du monde réunis, arrive à déclencher une certaine saveur en fait dans le cinéma. Et parce que c'est les émotions au final ce qui compte, c'est la saveur, la sensation, tout ce que peut véhiculer une œuvre et le transmettre à quelqu'un. Il nous semble en tout cas que c'est ça qui compte le plus, et en fait c'est déjà prendre parti pour certains plus que pour d'autres, parce que pour Durandal c'est pas vraiment ça qui compte, même si quand il te parle de ses scènes préférées comme tous, il va te dire que il préfère cette scène parce que émotionnellement ça le touche plus. Mais c'est vrai qu'il a un côté vachement plus froid et analytique dans son rapport au cinéma, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que c'est celui qui, je pense, parle le mieux de technique. C'est-à-dire que c'est un des rares, voire quasi le seul, qui va beaucoup avoir un regard sur la technique des films et comment ils ont été faits techniquement. Il a une énorme connaissance technique, et le paradoxe est qu'il parle principalement de scénario. C'est vrai. Là-dessus, c'est assez contradictoire, c'est vrai, je suis d'accord. Et par exemple, je pense que c'est pour ça qu'il aime beaucoup le cinéma de Michael Bay. Et c'est étonnant parce qu'il y a plein de réalisateurs pour lesquels il va être obsédé par le scénario. Et là, le fait que le scénario d'un film de Michael Bay ce soit un peu cliché, un peu beaucoup cliché parfois, il s'en fout parce qu'il dit ouais, mais au final, ça se tient. Et c'est pas le principal intérêt, et à côté il va te parler de la technique et t'expliquer en quoi un film de Michael Bay techniquement c'est super bien foutu. Ouais, c'est-à-dire qu'il préfère un scénario faiblard mais qui va rester cohérent en son sein, qu'un scénario qui tente des choses mais qui va perdre sa cohérence. Exactement. Et c'est, je pense, là où nous on serait pas d'accord avec lui, c'est que moi je préfère un scénario qui tente des trucs, plein de trucs, où
un truc particulièrement barré et qui échoue, plutôt qu'un scénario qui va repomper les mêmes clichés à chaque fois. Mais j'ai l'impression que c'est pas le cas de Durandal, et que Durandal, il va préférer un scénario un peu cliché, quitte à l'être trop, tant qu'il se tient, et que le reste du film a de l'intérêt. Mais c'est étonnant de voir justement comment chacun développe son propre affect. Et c'est là que justement on arrive encore dans les limites. C'est-à-dire que si on n'en regarde pas plusieurs des critiques ciné, on peut tomber assez unanimement dans leur avis à eux, même s'ils n'arrêtent pas de prétendre que c'est un avis qui est pas objectif et qu'il faut pas le suivre. Et d'ailleurs, In the Panda, il a fait vraiment toute une série là-dessus, justement sur le fait de dire mais en fait vous êtes si vous suivez que mon avis, c'est que vous êtes trop influençable ou que je suis trop influenceur. Mais dans tous les cas, je veux plus être ça, quoi, en fait. Et c'est terrible d'en arriver au stade où les mecs ils craignent de donner leur avis parce que ils savent qu'en fait il y a une partie des gens qui vont écouter que eux et être directement d'accord avec eux parce qu'ils vont pas remettre en perspective. Et moi je suis le premier à être influencé directement par une critique ciné, c'est-à-dire que là dernièrement j'arrête pas de parler d'Hamilton, les potes ils peuvent même plus me blairer avec ça parce que j'arrête pas je confirme de rebâcher le fait que c'est la meilleure chose qu'ait fait l'art de tous les temps. Mais d'ailleurs est-ce que Karim rebâche? Ok, j'annule cette blague immédiatement. Mais c'est parce qu'il y aura pas de montage, hein. Mais c'est parce que In the Panda en a parlé et c'est vrai qu'il en a très bien parlé, il a tout de suite présenté un truc comme étant l'héritage, et en fait la première fois du coup que j'ai vu l'œuvre, je l'ai pris par ce prisme là et donc du coup j'en ai vu tout le génie, mais je sais pas si je l'aurais apprécié pareil si il en avait pas parlé comme ça auparavant. Mais j'ai un exemple très récent à te citer. Mais là où est la limite, et là où est ce qu'il faut faire, c'est que c'est bien de regarder de tout. Et là, je vois par exemple Durandal et MJ qui soulèvent finalement les mêmes problèmes que ce qu'on disait, c'est qu'ils sont très catégoriques et que la technique et la poésie ne suivent pas forcément dans leurs vidéos. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils sont jamais d'accord, quasiment jamais d'accord, que ce soit sur Star Wars, sur toutes les grandes lignes, ils sont opposés. D'ailleurs, c'est marrant drôle. Parce que toi, tu soulèves la disparité d'avis entre Durandal et MJ. Moi, celle que j'avais remarquée, mais en fait à une autre époque, c'était plus celle entre Durandal et In the Panda, où en fait il y avait vraiment une époque où ils étaient systématiquement à l'opposé, et que même quand tous les deux ils défendaient un film, ils le défendaient pas pareil. J'avais l'exemple par exemple de Batman versus Superman, où les deux défendaient le film en disant on crache dessus inutilement parce que c'est un super film, et pourtant les deux aimaient les choses exactement opposées dans le film. C'est-à-dire qu'il y en a un qui disait Jesse Eisenberg surjoue, par contre la musique est géniale, et l'autre qui disait la musique est un peu oubliable, par contre Jesse Eisenberg joue super bien. Et t'avais l'impression qu'ils s'étaient quasiment concertés pour dire l'inverse, alors que non, mais tellement ils étaient systématiquement pas d'accord. Et la plupart du temps, ils avaient juste aimé un film et l'autre l'avait pas aimé, ou l'inverse, tu vois. Parce que genre, si vous voulez justement non pas vous construire un avis, parce que chacun peut se construire son avis par soi-même et par différentes influences, peu importe lesquelles, mais si vous souhaitez justement confronter deux avis qui sont très bien argumentés, vous avez vraiment de regarder, c'est les vidéos de Durandal sur la postlogie et les vidéos de MJ sur la postlogie. Oui, c'est sûr que sur Star Wars, c'est un exemple qui est très très parlant, les deux, MJ et Durandal, quoi. Très longtemps, on était très opposés, parce que toi tu suivais beaucoup Durandal et moi je suivais beaucoup MJ, et aucun de nous deux n'avait vraiment fait le réel pas de regarder l'autre chaîne, en vrai, à ce moment-là. Oui. En tout cas, de vraiment c'est-à-dire que on avait tous les deux un fer de lance qui était l'un ou l'autre. Ouais. Donc du coup, on se engueulait, Pierre et moi, des conversations comme là, mais en engueulade, mais pendant des heures. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez eu un super soleil vert sur Star Wars, parce qu'en fait, ça partait de ce truc-là où, avec Simon, dès qu'on parlait de Star Wars, ça partait en couille à un moment donné ou un autre. D'ailleurs, les potes, ils entendaient le mot Star Wars entre eux, ils étaient la merde, il y a Pierre et Simon. Oh non. C'est vrai que moi, j'étais un grand défenseur de la postlogie, là où toi, et par contre, interdit. Je descendais la prélogie, et toi, c'était l'inverse. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on arrive au stade où justement on peut maintenant. En fait, c'est intéressant, c'est qu'on était très influencés tous les deux par des vidéastes, et que je pense que c'est bien de questionner cette influence et d'avoir de l'esprit critique. Là, très dernièrement, tu vois, Nexus 6, il a fait une vidéo sur l'épisode 9 de la postlogie. Ouais. Et justement, lui qui déteste la prélogie, il disait justement si la nouvelle postlogie est moyenne, ils auraient dû s'arrêter à l'épisode 6, tu vois. C'est-à-dire vraiment, il part du principe que les 3 épisodes sont nazes, tu vois. Et moi, j'étais très influencé parce qu'il a des très bons arguments aussi pour ça. Mais c'est vrai que par contre, là, il a admis dernièrement, il a dit, au moins, la prélogie, elle avait une cohérence en son sein, parce qu'on était, même si le réalisateur a fait un travail de merde, en tout cas, c'était le même. Et donc, du coup, il y a une cohérence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une chute ou une amélioration. Si on considère ça comme de la nullité, il y a une cohérence dans la nullité. Je sais pas si t'as remarqué, mais là, on est vraiment en train de parler de Star Wars, en fait. Mais oui, je sais, mais je m'apprêtais à en ressortir, putain, du coup, t'as mis le doigt dessus. Non, mais
mais du coup, ce que je veux dire, c'est vous que pouvez bien vous rendre compte que c'est un sujet sur lequel on peut très vite partir. Mais c'est vrai que du coup, et puis aussi que ça sert à. C'est bien de regarder des critiques ciné, c'est bien d'en regarder plusieurs. C'est un sujet aussi, effectivement, là on insiste sur la pluralité des avis. Et aussi, c'est intéressant de voir que, en fait, tous ces youtubeurs-là, ils ont tous eu un avis sur Star Wars, sur la nouvelle trilogie qui a été faite là quand c'est sorti, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Star Wars, c'est un peu l'archétype de la saga de blockbuster que tout le monde aime, ou en tout cas sur laquelle tout le monde a un avis, qu'il l'aime ou qu'il la déteste. Et d'ailleurs, j'ai pas dit ce. Et en fait, ils en ont tous parlé parce que il y a le cinéma de divertissement qui reste central comme mais tu vois, justement là-dessus on n'était pas d'accord et je crois que j'ai pas exposé mon avis. C'est que moi je pense pas que ce soit forcément pour bouffer qu'ils le fassent, peut-être, mais je pense que s'ils le font en âme et conscience, c'est parce que pas forcément pour bouffer, juste tout le monde a un avis dessus, donc eux aussi. Je pense que ça fait du mal pour quelqu'un qui a de l'influence dans le cinéma de se voir descendre un film alors qu'on a des choses pour le défendre. C'est pour ça que chacun vient défendre son film, entre guillemets, et parce que finalement, à quoi bon défendre un film peu connu où finalement tous les gens qui vont le voir vont trouver ça bien, mais par contre peu de gens vont aller le voir. En fait, tu peux faire une vidéo pour en faire de la pub, mais par contre, si tu veux vraiment rentrer dans du débat cinéphilique, c'est quand même très intéressant, hein. Nous on sait ce que c'est, qui avons fait des études de cinéma, c'est très intéressant de confronter des avis avec un bagage et une construction, savoir argumenter, et c'est ça qui est très fort avec tous ces mecs-là, c'est qu'en fait justement ils sont tous rarement d'accord. Surtout sur ces grands sujets, ces grandes lignes, ces grands sujets, non, ces grands films, on va dire, au niveau accueil public. Ils ont toujours des avis assez différents, mais ils construisent toujours leurs avis, et c'est très important de savoir aussi défendre ce qu'on aime. C'est bien de savoir aimer ce qu'on aime sans avoir à s'en justifier, mais c'est bien dans un débat de savoir le défendre. Et c'est pour ça que je vous recommanderais une deuxième fois, parce que je l'ai déjà fait plus tôt dans l'émission, le podcast qui s'appelle Pardon le cinéma, parce que pour le coup, donc le podcast de In the Panda, parce que en fait c'est des gens dont la plupart de ces gens, leur métier c'est d'être critique ciné, et du coup qui vont parler parfois de films beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifiques, beaucoup moins connus, et tous avoir un avis dessus, parce qu'ils auront fait le travail avant de tous le regarder, de tous prendre des notes, etc. Et que du coup, tu vas avoir 5 personnes très cultivées, mais cultivées différemment, qui vont te parler d'un même film, quand bien même ce film est absolument pas connu, parfois a été complètement oublié, etc. Et du coup, moi j'ai un peu considéré ça dans ma cinéphilie personnelle comme l'étape supérieure par rapport aux critiques YouTube, en mode je regarde toujours les critiques YouTube, il n'y a aucun mépris vis-à-vis de ça, mais juste en termes d'accessibilité, j'ai considéré ça comme l'étape au-dessus, en mode maintenant ces 5 cinéphiles ces 5 cinéphiles qui ont 5 cultures complètement différentes et qui vont tous me parler d'un même film, que ce film soit le nouveau blockbuster qui est sorti sur Netflix, le nouveau blockbuster qui est sorti en salle, ou le petit film d'auteur qui a pas fait de bruit du tout, mais ils vont aussi en parler tous les 5 en fait. Voilà, ça c'était un deuxième petit aparté, parce que j'aime bien le matraquage et vous recommander quelque chose qui est super pour les cinéphiles. Moi j'ai envie de te dire que justement, si tu as eu besoin de le dire 2 fois, c'est que 1, on tourne en boucle, et 2, c'est le message de cette critique, en fait, enfin de cette émission, pardon. C'est pas faux. C'est, je pense, voilà, donc tous ces gars-là, on a voulu un petit peu essayer de confronter un petit peu ce qu'ils avaient à offrir et tout ça. Il y a énormément de critiques ciné sur YouTube, et on vous en recommande quasiment toutes. Enfin, je veux dire, moi j'ai rien vu que j'ai trouvé aberrant, et sûr. Encore aujourd'hui j'en découvre, mais c'est ceux-là qu'on connaît bien et qu'on a beaucoup suivi, donc on tenait un petit peu à en parler, à remettre en perspective ces connaissances-là, parce que c'est un monde aussi, c'est une culture, hein, mine de rien, le monde YouTube et le monde ciné YouTube, une culture dont on peut vraiment être à même de parler. Et nous, pour le coup, on en discute tout le temps avec Pierre, donc on voulait vous émettre un petit peu ça. Voilà, si vous avez pu suivre jusqu'au bout, vous pourrez revoir différemment maintenant les films dont on va parler, parce qu'on va énormément faire appel à ces connaissances-là, en fait, dans nos critiques ciné qu'on fait nous de notre côté. Évidemment. On remet aussi beaucoup en perspective ce qu'on entend de gens qu'on aime et dont on aime les avis. Et donc on vous conseille vraiment ces 6-là et plein d'autres, mais ces 6-là, parce qu'ils auront tous une manière différente d'aborder le sujet, que ce soit Nexus 6 avec l'aspect très science-fiction, et justement que orienté science-fiction avec l'histoire de la SF et tout ça, que ce soit Le Fossoyeur avec finalement déterrer des petits films de niche, ou pas d'ailleurs, mais toujours les remettre en perspective. Chroma avec sa construction hyper calée, ou In the Panda, tout dans l'émotion, et Durandal, tout dans le scénario. C'est toujours très très intéressant, et c'est particulièrement intéressant aussi de les confronter et de tous les regarder. Donc c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. Et comme vous l'aurez remarqué d'ailleurs, ça fait un super sujet de discussion entre copains. Voilà, si vous savez pas quoi dire à une discussion, voilà, au moins ça. Vous aurez des choses desquelles discuter. Non mais pas du tout. Mais du coup voilà, j'ajouterais en tant qu'ouverture
que ces gens-là, ils nous ont donné une envie d'être cinéphile et une impulsion pour s'intéresser au cinéma. Et du coup, après, c'est très intéressant d'arriver à s'en détacher, d'aller voir d'autres films dont eux parleraient jamais et de devenir cinéphile grâce à des cinéphiles. Voilà, moi, c'est ce que je conseille, voilà, c'est ça. C'est vraiment de les suivre pour comprendre les choses qui existent, mais de ne pas rester figé dans ces avis-là, parce que chacun doit se faire les siens, et ils le répètent bien assez, évidemment. Mais voilà, on vous conseille ces 6-là, et on vous conseille comme dirait Durandal, prenez soin de vous et allez voir des films, et faites-vous un avis, et écoutez les avis des autres. C'est toujours trop bien de confronter les opinions. C'était Hors Champ sur les vulgarisateurs ciné. Merci à Simon. Et merci à moi-même. Merci. Okay, merci. Du coup, merci à toi plutôt. Ouais. À la prochaine sur Fils de Plume. Ouais, merci d'avoir suivi.